pas d'intro aujourd'hui, seulement un moment de recueillement. J'arrive. Et on va garder la porte qui claque, et ce n'est pas grave. Un moment de recueillement parce qu'on a le plus fidèle auditeur du podcast, qui a passé 3 semaines à essayer de setup un prank, qui a flop seconde 1. Voilà, C'est bon, sur j'ai ça on fermé peut la commencer. Je te laisse faire les trucs que tu fais en début d'épisode. Eh bien bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar et je suis accompagné aujourd'hui et comme toujours par mon camarade slash associé slash amant Ratus, bonjour. Bien, bonjour mon cher Mandar. Waouh, J'espère que tu vas bien. le professionnalisme Je- qui baisse au fil du temps. J'ai été pris de court par cette intro car je pensais que tu avais parlé plus longtemps. Donc aujourd'hui, on est content de vous retrouver avec cet épisode qui est enregistré pour une fois pas en retard ni excessivement en avance. On est à peu près dans les temps, c'est bien. Il est enregistré et vous devriez déjà en être content. Arrêtez de vous plaindre. Personne s'est Il y en a plaint. marre. Personne s'est plaint. Oui, mais je préchote pour quand on sera harcelé. Ah, putain, tu prends bien de l'avance. Non, mais parce que t'as vu, genre, on est N'hésitez pas à créateur. donner sur YouTube pour qu'on soit harcelé. Je vais mettre un bonbon dans ma canette. Ça rentre pas. Oh, le moment de solitude de fou. La canette, elle a pas vu. Vous avez pas vu, mais en fait, il a. Je vais chercher de quoi tu es. Merci. Il a une boisson genre méga gazeuse et il a mis un bonbon pique dedans et ça a fait un max de mousse à côté de la table de mixage. Putain, mais c'est de pire en pire nos épisodes. Bon, on est de retour après tous ces multiples problèmes. Vous avez pu remarquer que notre professionnalisme baisse au fil du temps, mais bon, c'est pas grave parce que je n'ai jamais été très professionnel finalement. D'ailleurs, on va avoir des tout nouveaux stickers. Donc, si jamais dans votre ville vous voyez un sticker du podcast avec un QR code, et ben vous pouvez le scanner et forcer tous vos amis à le scanner. Non, mais si vous voulez des stickers, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse pro sur le Linktree et puis on sera ravis de vous en envoyer finalement. Disons qu'on en a vraiment 1500 qui arrivent bientôt, quoi. Plus Donc, déjà 500 qu'on a déjà. On en a vraiment 2000. Ouais, donc n'hésitez pas. Enfin bref, toute cette intro, mon cher Ratus, pour finalement faire languir nos auditeurs de quoi nous parler aujourd'hui. On va parler de méthode de militantisme, sauf que, vous vous en doutez, toute personne qui s'implique dans le militantisme n'a pas forcément envie et ne peut pas divulguer toutes les infos, premièrement, et deuxièmement, il y a tout un tas de méthodes de militantisme qui demandent beaucoup de taf, et qu'on va pas commencer à recommander comme ça sur un podcast, on va dire, family friendly. Voilà. Donc là, le topo, ce serait de faire un podcast où on vous parle de plein de manières de militer sans trop vous bouger le cul. Ouais, c'est Si ça. on résume la situation, et de plein de manières de militer qui ne vous mettent pas en danger, qui ne mettent personne en danger, qui sont fun, qui sont faciles, Bien sûr. qui sont un peu funky. Ce sera pour l'occasion pour nous de parler de certains concepts et puis voilà quoi, ça va être un épisode un peu chill parce que là c'est l'été, c'est casse-couille. Les prochains épisodes risquent sûrement d'être retournés en plein air parce que ça va être les vacances d'été et oui, c'est ça. Et donc, du coup, on va être en déplacement avec mon acolyte Ratus. Et du coup, attendez-vous à des épisodes d'été un peu moins travaillés sur la forme, du coup, parce qu'on n'aura pas la tirée de base. Mais du coup, voilà. Ce que dit Mandar est très vrai. Mais ce qu'il oublie de préciser, c'est que dans 2 voire 1 épisode, je ne sais plus, à partir de celui-ci, débute la saison 2 Et c'est le moment pour commencer à la teaser. Et alors, en l'occurrence, du coup, vous avez encore à avoir le droit à 2 ou 1, je ne sais plus du coup, épisode après celui-ci, on va dire brouillon, et après, normalement on aura eu le temps de poncer correctement la nouvelle saison. Donc qui sera normalement une saison plus structurée, parce que celle-ci était un petit peu notre coup d'essai, voir comment est-ce qu'on s'en sortait, comment est-ce qu'on montait, etc. Donc attendez-vous à une émission mieux structurée, avec peut-être plus de chroniques, peut-être des sujets traités un petit peu plus professionnellement, mais toujours dans la bonne entente et la rigolade. Forcément. Bien Si sûr. ça se trouve, la saison 2 sera éclatée au sol. Pour le savoir, suivez-nous. Et donnez sur Utip. Oui. Après, on vous tease comme ça, mais vous inquiétez pas, on sera toujours nos mêmes blagues de merde malgré tout. Mais voilà, on va essayer de faire un Mais truc bien un peu... écrite. Bien sûr, on va essayer de faire un truc un peu plus pro quand même, parce que ça nous fait kiffer. C'est pas exclu qu'à côté, on fasse du contenu peut-être un peu moins mental et plus divertissement, enfin, de toute façon. Du coup, pour commencer le sujet principal, en mode de militantisme, on en a différents de toutes sortes, mais les plus simples, pour des gens qui voudraient pas forcément bouger, ce seraient ceux du coup en numérique. Qu'en penses-tu ? En vrai, je pense que ça s'en rapproche en tout cas. Parce que c'est accessible à quasi tout le monde, on va dire. Puis surtout, ça demande pas beaucoup d'efforts, quoi. Disons que bon, typiquement, c'est très cliché, hein. Mais ce log pour reposter une cagnotte, c'est pas forcément le truc le plus complexe du monde. Après, est-ce que t'as d'autres exemples comme ça qui te viennent en tête de militantisme numérique On a les cagnottes. autre que enregistrer un podcast, par exemple?
C'est vrai, bah, on a les cagnottes, mais on a en fait tout ce qui est déjà transmettre l'information. Donc, par exemple, t'as beaucoup de personnes qui repostent des articles, je sais pas, genre de Blast. Frontière, C'est pas F tellement. de souche. Waouh, c'est pas tellement à ça que je pensais. Non, mais je pensais genre, tu vois, C'est Blast, qui transmettent les infos, les articles de plusieurs médias indépendants de gauche, parce que bah, nous on est de gauche. Mais je pense que ça, déjà, c'est un truc méga important, parce que informer les gens sur certaines problématiques, c'est déjà un petit peu faire preuve de militantisme. C'est apporter la problématique aux gens pour qu'ils se fassent leur propre avis. Bah, c'est vrai que communiquer et encourager la politisation, c'est carrément militant. C'est carrément militant, peu importe la manière dont c'est fait, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que si on veut vraiment s'axer sur les trucs les plus simples à faire, parlez. En vrai, donnez vos avis. Genre, même si vous êtes pas sûr de comment vous exprimer, on s'en fout. Juste, vous avez un avis, vous pensez qu'il est valable, et surtout, il est pas oppressif. Hein. Communiquez vos avis. Communiquez ce que vous pensez. Si vous voyez des articles qui vous touchent, partagez-les. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont une sensibilité politique, mais qui n'ont pas le réflexe d'aller chercher ou auxquels on n'en propose pas suffisamment dans l'algorithme. Et rien qu'en partageant ça bah, dans vos stories, etc., vos potes vont les voir, vos potes vont penser. Et en fait, partager un média, partager une idée, c'est forcer les gens à penser. Et penser, c'est vachement bon, T'as raison. apparemment. Mais c'est ça, moi c'est ça que je pensais surtout, c'était les stories. Moi je sais qu'on a notre petit microcosme de potes, tu vois, qui repostent un petit peu souvent les mêmes stories à propos des trucs importants actuels. Puis c'est bien parce que du coup ça permet d'être un peu au courant de ce qui se passe de vraiment important et c'est cool. Mais c'est comme ça que j'ai découvert Blast. Je connaissais Blast mais j'avais jamais vraiment pensé à aller voir. Et c'est des gens qui ont reposté un article de Blast, je suis allé voir, et après j'ai découvert leur chaîne YouTube, c'est des émissions qui vulgarisent bien, et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me renseigner avec des médias de gauche, quoi. Ouais, c'est vrai. Blast d'ailleurs, du coup, avec le fabuleux Usul dedans. Usul, si t'écoutes le podcast, n'hésite pas à nous contacter pour un feat, y a pas de souci. Zéro problème, on t'invite à Lyon, on a une chaise en rab, un micro en rab, viens. Ouais, viens. Franchement, pas de soucis. T'es le bienvenu, mon pote. On paiera un café. Je prends trop la con, peut-être. Peut-être que je prends trop la con. Non, mais c'est vrai, Rhinocéros a conseillé, hein. C'est trop bien, Rhinocéros. C'est vrai. Bah ouais, hein. Voilà. Voilà, Rhinocéros, émission d'analyse de médias. Tu lis les articles Mediapart, toi? Je suis pas abonné, malheureusement. Non plus. J'ai pas de thune. J'ai pas de thune. Et je me refuse à les craquer parce que c'est un média indépendant. Ouais, je comprends. Voilà. Et qu'on craque pas les médias indépendants. Non, t'as raison. Ouais, non, on craque pas les médias indépendants. Bah non, on craque pas Mediapart. Non, mais c'est comme genre voler dans les grandes surfaces, mais voler pas les petits commerçants, c'est débile. Voilà, à part s'ils sont racistes. Oui, mais là c'est Voler les racistes. là c'est pas un petit commerçant, là c'est un connard dans ce cas-là. Oui, mais c'est un connard petit commerçant. Oui, mais le Voler connard... les racistes. Ouais, voler les racistes. Genre, vous prenez un raciste, vous le ramenez chez vous. Vous volez un raciste. Trop bien ça. Après tu C'est utilises nul, ça. comportementaux. C'est vrai, putain, une bonne idée. Tu mets dans un coin, il reste stoïque. Et il a je comprends pas. Oh Si. Oh là, qu'est pas ça? Et Non, tu il te parle pas en rappelles espagnol, les c'est- les premières fois où t'as été J'ai volé? Oui. Non. Oh bah tiens, la première fois où t'as volé, c'était quoi Allez, frère. Rafus? Ouah, attends, vraie question. Premier vol, fil dentaire. Ah ouais? Sûr et certain. C'était quoi mon premier vol, moi? Aïe aïe aïe. Je crois que mon premier... Parce qu'après, il y en a eu des milliers, donc... C'est rien. je Là, les mains qui courent, le mandar. je Là, connais... les poches longues. Je connais mon meilleur vol, tu vois. Mais... Ouais, j'étais avec toi. Ouais. C'était beau. Mais... Mon premier vol, je crois que c'était des bonbons à la boulangerie. T'avais pas dit pas les petits commerçants il y a 2 minutes? Oui, mais j'étais petit et bête. C'est bien, ouais. Ah, ils sont beaux, vos influenceurs, hein. Ah là là, les 4 vues. Aïe aïe aïe. Flash spécial, on découvre que Mandar volait dans la boulangerie de sa ville. Enfin bref, mais tout ça pour dire que si jamais déjà vous voulez mettre un premier pas dans votre conscience politique et même juste dans l'information, n'hésitez pas à suivre des médias de gauche parce que eux font un travail de transmettre les informations, mais vous, c'est le moyen le plus simple de s'informer, c'est de vraiment juste les suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça pop de temps en temps dans votre timeline, vous êtes là, ah putain, il y a ça. Ouais, puis surtout qu'en fait, genre, ils font l'effort de transmettre, mais si ça se transmet qu'à 3 personnes, ça marche pas. Oui. C'est pour ça que par exemple, si vous voyez un podcast politisant, il faut pas hésiter à le partager en story, pour que plein de gens le voient, et que ça soit méga utile pour la société. Dans l'hypothèse où vous faites ça, quoi. Dans l'hypothèse où
De manière désintéressée, on vous propose ça. Bien sûr, désintéressés. Bah par exemple, typiquement, genre les podcasts de Trouble Antacide sont absolument géniaux, quoi. Par exemple. Mais par contre, truc important qu'on n'a pas encore soulevé, c'est que c'est pas parce que c'est facile à faire que ça a pas un impact de fou. L'exemple le plus frappant qu'on ait dans la presse actuelle, enfin en tout cas dans l'instant où on tourne ça, c'est le Madeline. Donc le Madeline qui était le deuxième vaisseau de la flottille de la Liberté. Donc qui est ce bateau chargé de vivres et d'aide humanitaire pour Gaza, qui a été justement envoyé à Gaza avec Greta Thunberg, Rima Hassan. Ils étaient 12 au total, donc 6 français. Et si ce vaisseau n'a pas été coulé directement, et si ses membres sont encore en vie, c'est exclusivement grâce aux réseaux sociaux. Parce que le Madeline a été surveillé tout du long de sa trajectoire, que dès l'instant où est-ce qu'il a été arrêté, ça a été su absolument partout, et parce que les gens n'ont eu de cesse de réclamer sur internet des nouvelles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première flottille de la Liberté qui avait été envoyée, dont j'ai oublié le nom du navire et je suis sincèrement désolé, elle n'avait pas été médiatisée. Le but était de juste faire une action humanitaire. Et parce que personne ne regardait ce bateau, parce que personne n'a fait attention à ce qui se passait dans ce bateau, parce que personne n'a parlé de ce bateau, ce qui était volontaire, ce bateau a été attaqué par les forces armées israéliennes et s'est retrouvé avec des militants blessés, toute la nourriture détruite et des militants arrêtés. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, rien que d'en parler, ça a un impact. Il faut rappeler que l'assaut des forces israéliennes a été fait sur eau internationale, du coup ils n'avaient pas le droit. Oui, c'est complètement illégal. Arrestation illégale et tout était illégal. Et qu'on a voulu faire signer à tous les ressortissants une décharge illégale, disant que c'était eux qui avaient commis un crime, ce qui n'était pas le cas. Exactement. Mais c'est un autre débat. Ça pour dire que c'est un petit peu comme le Ola et Rafah, qui a commencé à émerger juste après la fin, on va dire, de la quasi-destruction de Gaza, en tant que ville, du coup. Quand les forces israéliennes ont commencé à tourner vers Rafah. Alors ça n'a pas marché longtemps, mais ça a marché, ça a laissé du répit aux habitants de Rafah, parce que tout le monde fixait Rafah. Malheureusement ça n'a pas duré suffisamment longtemps, les gens se sont trop vite lassés, mais ça a donné du répit. Et en fait c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que tant que l'on se donne les moyens d'observer le monde sait qu'il est observé. Israël sait qu'il est observé, Israël fait attention. La police quand elle est filmée, elle sait qu'elle est filmée. Elle va moins avoir tendance à buter un gamin. Et c'est pareil pour à peu près tout. Donc, bah voilà, c'est juste, non mais t'as juste raison, partager les choses et faites en sorte qu'elles soient vues. T'as raison, en fait, l'information c'est le plus important dans le militantisme, parce que c'est de là que part ton engagement politique et les idées que t'arrives à développer en fait. C'est en te confrontant aux événements et en te confrontant aux réactions des autres à ces événements que tu peux toi-même te prouver ta propre idée. Et mais t'as soulevé un truc intéressant, c'était que les gens s'étaient trop vite lassés de Ola Rafah, et en fait c'est un mauvais côté qui peut être vu de partager comme ça des infos sur les réseaux sociaux, c'est que ça, au bout d'un moment, je pense, tu vois ça un peu comme un truc genre événementiel. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plus du militantisme, tu vois, quand ça arrive sur ta timeline, tu peux plus le voir comme vraiment quelque chose d'importance. Par exemple, Rafah, d'importance humaine, tu vois. Oui, bien sûr. Et tu peux être là, oh, encore un événement qui arrive, tu vois. Et ça, je pense, c'est exactement le revers de la médaille qui casse un peu les couilles finalement. C'est le revers de la médaille, mais en fait, c'est là du coup qu'il y a eu, à mon sens, un problème avec Ola Rafah. C'est que l'image partagée avec le message originel était une image fabriquée par intelligence artificielle. Ce qui, je pense, a moins touché les gens. Alors c'était, oui, dans le but de toucher le plus de monde possible, en ne montrant rien de choquant. Sauf que la réalité, elle est choquante. La réalité, c'est des centaines de morts tous les jours. Et donc, la réalité devrait être ce qu'on partage, je pense. En faisant attention, néanmoins, à ce que personne de sensible, ou de trop sensible pour voir ces images-là, ne se retrouve à les voir. Hein, je dis pas aller spammer YouTube Kids d'images de gamins qui brûlent. Ouais, mais par contre, je pense que... les images marquantes sont importantes. Oui, voilà, parce qu'elles retirent le côté événementiel. En fait, il faut se rappeler que c'est des humains. En fait, les images qu'on peut considérer comme choquantes ou tout ça, moi je trouve ça que c'est quand même important. Après, toute proportion gardée, on s'entend, hein, je pense que... En fait, un bon truc, c'est partager des images qui peuvent être marquantes ou choquantes, parce que ça ramène directement à un aspect réel. Tu peux pas être dans le déni de ce qui arrive quand tu vois la réalité des faits. Mais certes, faudrait mettre genre des trigger warnings ou bloquer le contenu jusqu'à ce que l'utilisateur soit ok pour voir ça, parce que si jamais
par inadvertance dans tes stories Insta, tu vois un enfant qui se fait décapiter, je pense que ça dessert la cause, à mon avis. Après, bien évidemment, on vous parle de ça, ce ne sont pas les seuls moyens, hein. Parce que, typiquement, donner de la visibilité en repartageant, en consommant, oui. Après, il faut aussi penser en fait que le militantisme par internet, et en tout cas le militantisme virtuel, on va dire, même s'il a des impacts bien réels, il se trouve sous énormément de formes. Ça, c'est limite. Que ce soit aller signer des pétitions, aller signer des sondages, aller participer à des enquêtes populaires, que ce soit tout simplement signaler en masse des comportements problématiques, sans pour autant plaider la cancel culture évidemment. En fait, par tout un tas d'actions, il faut penser au fait que même si vous dites peut-être qu'un clic ça changera rien, le plus on est à le faire, le plus ça fonctionne. Et c'est là qu'Internet a une force, je trouve, que n'a pas le militantisme dans la vraie vie, en tout cas beaucoup moins, c'est cette force des masses facilement réunies. Parce que oui, le militantisme réel réunit les masses, mais il réunit les masses d'une ville, d'une région peut-être, mais jamais plus. Alors que, et ça on le voit très très bien, notamment moi l'exemple qui m'a marqué, c'est la vitesse à laquelle le référendum populaire pour les droits LGBT de la Commission européenne a été rempli. C'est-à-dire que ça a été très 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 rapide quoi. C'est-à-dire qu'en fait, genre juste par le partage et par le fait que des gens se sentent concernés et que des gens viennent cliquer sur ces pétitions, et ça a fonctionné. Et typiquement, c'est magnifique, mais jamais on aurait eu 2 millions de personnes dans la rue. Bien sûr. Alors qu'on a eu 2 millions de personnes qui cliquent. Et ça, c'est beau, je trouve. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est que, en fait, le militantisme numérique et le militantisme dit de la vie réelle, en fait, c'est 2 épées, mais qu'ont chacun un côté tranchant et un émoussé. Les actions d'un militantisme local réel ont peut-être des actions locales réelles bien plus présentes qu'un militantisme numérique. Mais à contrario, par contre, pour des grandes causes ou des actions des actions qui nécessitent beaucoup plus de monde, le numérique permet de toucher un plus large public, mais avec moins d'intensité, je pense. Mais je suis bien d'accord. Et c'est beau quand même. Non, mais c'est vrai, c'est quand même incroyable maintenant de pouvoir se dire que l'information, manipulée ou pas, on s'entend, peut traverser... j'ai mis mes mains devant le micro, c'est pas très pratique pour parler. C'est vrai que ça sonne vraiment le cul quand je suis comme ça quoi. Bah ouais, pas ce que je dis, alors que là ça va, alors que là c'est vraiment dégueulasse. Ouais, tu vois, là ça va mieux, mais là ça va pas. Bref. Mais disons que c'est cool de pouvoir se dire que maintenant on peut faire traverser une information qui nécessite la vue de la population pour qu'ils puissent en prendre conscience, parce que sans internet, comment est-ce qu'on aurait su que la flottille était dans la galère, tu vois? Enfin, c'est même pas su en fait. Mais non, est-ce qu'on l'a su pour la première? Bah non, mais tu vois, voilà. Mais ça aurait été pire, on l'aurait su genre dans plusieurs mois quand il y aurait un truc qui aurait fuité, tu vois. Bien sûr. Et je pense que c'est une chance incroyable, mais il faut pas non plus tout miser dessus. Ah bien sûr que non. Je pense qu'un autre point qu'il faut soulever avant de passer au trigger warning, enfin pas au trigger warning, mais plus au warning de manière générale, parce que du coup on va essayer quand même de vous donner quelques mesures de sécurité à suivre, hein, parce que le militantisme, peu importe comment il est effectué, est dangereux. En tout cas, prenez position en fait. Peut être dangereux. Les points positifs importants selon moi à retenir sur le militantisme par internet, à tes souhaits. Merci. Mandar, pardon. Je suis navré. J'ai pas fait gaffe. Une sombre merde et un très mauvais camarade. Non, ça va. Putain, mais c'est pas grave. Je disons donc que les avantages principaux selon moi du militantisme sur internet, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est la facilité d'accès. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. En tout cas, virtuellement, tout le monde peut le faire. Le deuxième, c'est la rapidité. Parce que typiquement, si on veut informer de la tenue d'une manifestation, via des affiches par exemple, le temps de poser les affiches, ça prend déjà une nuit. Après ça, le temps que tout le monde assimile l'information, ça prend quelques jours, voire même peut-être une semaine. Après ça, il faut organiser la manif. Puis tout ça dans un périphérique réduit. Exactement. Alors que sur internet, en l'occurrence, ça peut vraiment prendre moins d'une demi-heure dans le meilleur des cas. Exactement. Et parfois, en une journée, tout est réglé. En tout cas, toute l'action a été coordonnée. Et ça, c'est beau. La troisième, qui selon moi n'est vraiment pas des moindres, c'est l'accessibilité, mais non pas la facilité d'accès, mais l'inclusivité de l'action sur internet. Parce que les milieux militants de gauche, de droite aussi je pense, mais ça je m'en fous un petit peu, de nos jours, sont quand même criblés par une difficulté d'accès pour les personnes handies notamment,
tout simplement parce que les manifs, il y aura des fumigènes, il y aura des bruits sourds. Même dans des réunions, même dans des comptes rendus, il y aura, c'est très rare en tout cas, qu'un parti, qu'une organisation, par exemple, force ses militants à porter des protections, faciales notamment. Et typiquement, ça fait que la plupart des personnes immunodiffusantes ne peuvent pas se rendre à ces réunions. Et la beauté, selon moi, du militantisme sur Internet, c'est que pour le coup, il y a quasiment aucune restriction de qui peut y aller. Et ça permet de pallier à un gros manque d'accessibilité qu'on trouve dans le militantisme classique, entre guillemets. Bien sûr, mais parce qu'en fait, surtout, ce qui est cool, c'est que, en fait, dans le militantisme numérique, c'est pas toi qui arrive dans une atmosphère de militantisme pour participer à celle-là. Ce qui est bien en soi, mais dans le numérique, c'est le militantisme qui arrive à toi. En fait, c'est toi qui fais relais, finalement. C'est la différence, et du coup, t'as raison, ça permet à des personnes qui pourraient pas forcément aller se rendre à un local, se rendre en manifestation, de pouvoir malgré tout véhiculer des idées qui leur tiennent. Exactement. Et en dernier point positif, que je mettrai en positif mais aussi en négatif, c'est que il y a une entraide qui est folle. Cette entraide, elle est magnifique. L'entraide, on la retrouve aussi forcément dans les milieux militants classiques, mais on va dire à moindre échelle. C'est-à-dire que c'est l'entraide réelle, où est-ce qu'on a des réelles personnes en face de nous, mais on la retrouve moins. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui se fait agresser en manif ne va jamais être laissé seul. Ah, c'est la lessive. Désagréable. Et sur internet, on a vraiment ce côté, en tout cas ça arrive, ce n'est pas constant, mais ça arrive, des côtés de vagues de résistance au harcèlement, de vagues de résistance aux attaques fascistes, et de vagues de signalements qui viennent protéger les militants, qui sont belles quand elles arrivent. Elles n'arrivent pas tout le temps, mais qui sont belles. Le problème étant que les milices fascistes l'utilisent aussi, hein, ce qui cause du coup les vagues de harcèlement dont on peut se défendre. C'est là que je mets ça en négatif aussi, c'est que on n'est pas les seuls à en profiter. Oui. C'est là qu'il y a un petit problème selon moi. Et je pense qu'on va pouvoir passer du coup aux avertissements de sécurité sur le militantisme d'internet, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Détailler rapidement. Mais après, au-delà des avertissements de sécurité, il y a aussi un truc que je voudrais dire avant qu'on parte sur vraiment faites attention à vous, c'est que ne vous sentez pas forcé de militer en fait. Vous sentez pas forcé de militer. Déjà, comprenez pourquoi vous militez, comprenez ce que c'est. Et en fait, en essayant de comprendre les concepts et les principes de l'événement ou de ce qui se passe qui est arrivé sur votre feed ou qui vous a été présenté, avec ça, déjà, vous réussirez à plus comprendre les tenants et aboutissants d'autres événements. Et ça vous permettra d'éviter, par exemple, de tomber dans des pièges, genre des trucs TERF qui peuvent véhiculer des idées... des idées sous-jacentes que vous aurez peut-être pas forcément fait attention, qui sont contre vos volontés. Donc le premier avertissement que j'ai envie de dire, c'est faites attention malgré tout à ce que vous transmettez. Parce que le militantisme, l'information, c'est incroyable, il faut transmettre les choses que vous voyez qui vous tiennent à cœur, mais vérifiez. Parce que il y a toujours ça peut être très très fort. Des petits pièges finalement qui peuvent se glisser. Il y a des dents, même si on le prône, hein, ne militez pas si le cœur ne vous en dit pas. Évidemment. C'est logique. Faites selon vos préférences. Puis vous pouvez très bien être de gauche, avoir vos idées, et pas forcément militer H24. C'est pas un mal. Faites-vous de sombres merdes sauce d'aime. Après, c'est quand même mieux si vous distribuez vos idées et que ça permet à plus d'être exposé, mais si vous faites pas, c'est pas grave. Alors maintenant, on va passer sur la partie un petit peu chiante de cette toute première section. C'est la partie avertissement. Premièrement, et on ne le répétera jamais assez, vous n'êtes pas anonyme. Oui. Tout le monde sait qui vous êtes. Bah là, par exemple, c'est très facile de nous doxer. Toutes les personnes qui ont envie de savoir qui vous êtes savent qui vous êtes. D'accord ? C'est-à-dire que c'est très très simple de vous retrouver. Si vous prenez vos précautions, que vous êtes sûr de vous, que vous avez un navigateur spécialisé, que vous avez plusieurs avatars, plusieurs mails, un VPN, allez-y, foncez. Est-ce que vous connaissez NordVPN ? Je pensais pas forcément à celui-là. Mais en l'occurrence, ne tenez pas de propos potentiellement dangereux ou qui pourraient vous mettre en danger ou sur une watchlist si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre anonymité. Et spoiler alerte, vous n'êtes pas sûr à 100% de votre anonymité. Je vous donne l'info, vous ne l'êtes pas. Faites attention aux prises de position en fait. Disons qu'on ne compte plus le nombre de personnes qui sont faites agresser, qui sont faites retrouver parce qu'elles avaient tenu des propos qu'il ne fallait pas qu'elles tiennent, sans faire attention à protéger leur identité. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on dise aussi que
numérique, militantisme numérique et réel ne sont pas forcément distincts. Des actions que vous pouvez faire numériquement auront des répercussions réelles Ils et fonctionnent main dans la inversement. Donc ne pensez pas que l'un va sans l'autre, ils sont vraiment liés, étant donné que c'est le même univers finalement. Exactement. À ça, j'ajouterais le fait que n'oubliez pas que même derrière le pire des faf, il y a un être humain, d'accord ? Donc on se rabaisse pas à leur niveau. Mais non, mais si. Ratus qui dit Mais ça si. Alors je dis ça, Oh, wow. et j'insiste là-dessus. Ne tenez pas de propos dangereux, surtout si vous n'êtes pas sûr d'être parfaitement anonyme. Donc les faf IRL, vous leur latez la gueule à coups de baramine, il n'y a pas de souci, d'accord ? Mais faut aussi penser au fait qu'un faf en ligne, ça peut parfois, ça ne l'est pas toujours, ça l'est même très rarement, mais ça peut parfois être un gamin de 8 ans qui a trop écouté ses parents. Oui, bien sûr. Donc on n'incite pas au suicide. On n'incite pas à des choses horribles, d'accord ? On peut... En fait, non. Pensez bien au fait que les choses sur internet sont exacerbées. Il ne faut pas laisser les personnes qui tiennent des propos atroces et laisser les militants d'extrême droite tranquilles sur internet. Mais pour autant, ne devenons pas pire qu'eux, d'accord ? L'ultra-violence, c'est génial. L'ultra-violence dans la rue, oui. Défendons-nous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais sur internet, faites gaffe. En fait, vous connaissez pas votre interlocuteur. Voilà, franchement, ça me fait mal de dire ça, hein, parce que le nombre de faf qu'il y a sur internet qui sont absolument des vraies merdes, mais de A jusqu'à Z, quoi. Il y en a plein. Mais il y en a aussi certains qui sont des gamins, et... Qui sont sauvables, entre guillemets. Qui sont sauvables, et qui ne mesurent pas la gravité de leurs propos. Bien sûr. Il faut leur rappeler la gravité de leurs propos, mais pas aller plus loin. C'est ça. Pour te citer, ne vous épaissez pas à votre niveau, parce que c'est ça qui vous rendra meilleur, en fait. Si vous faites pas ce que eux font, ça montre que vous êtes de meilleures personnes qu'eux. Bien sûr. Ça compte pas pour dans la rue, ça. Organisez on parle numériquement. Organisez des contre-ratonnades, faites-vous plaisir. Oui, Amusez-vous à fond. Oui, on parle numériquement. Et avant d'arriver à notre première mi-temps, j'ai envie de dire, il y a encore un micro-sujet qu'on voudrait aborder, qui est un micro-sujet, mais qui a un impact absolument énorme. Oui, c'est ça. Et qui est, je pense, même plus simple que le militantisme digital, on va dire, c'est le boycott. Simplement parce que le boycott, c'est même pas faire quelque chose, c'est ne pas faire quelque chose. Exactement. Vous pourriez vous dire, le boycott n'est pas utile. Le boycott est excessivement utile. Le boycott fait perdre littéralement des millions à des entreprises qui financent des trucs que vous ne voulez pas qu'elles financent. Peu importe ce que c'est. En l'occurrence, celui qui est beaucoup employé en ce moment, c'est Israël. Mais il y en a énormément d'autres. Énormément de raisons de boycotter énormément de choses. Forcément. Que ce soit pour des affiliations avec l'extrême droite, que ce soit pour des financements auxquels vous ne voulez pas participer, que ce soit pour des morales éthiques relativement floues, par exemple. Et vous pourriez me dire, oui, mais moi je fais comment si j'ai pas le droit de boire mon coca? Et grand prince que je suis, je vais vous donner mes petites astuces, qui sont au nombre de une. Pas mal, tes petites astuces. La première, c'est sacrifier à peine de confort personnel pour sauver des vies, c'est pas mal. Et la deuxième, c'est 2 sites. J'arrive, faut que j'aille chercher le nom de site. Pendant qu'il va chercher, moi j'en ai une troisième, c'est voler. Si jamais vous arrêtez de consommer du coca, et qu'un jour vous êtes là, putain, mais ce serait trop bien un coca là, et ben volez-le, tant qu'à faire. Ça, vous gagnez du confort. Bien sûr. Vous vous battez contre le grand capital, et en plus, vous n'êtes pas les génocidaires. Attention néanmoins quand vous volez à faire, attention, ne vous faites pas choper, ne volez que Bien les sûr. grandes entreprises, ne volez que les multinationales. Bien sûr. On s'entend. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, moi, je sais que je pense un peu comme ça, mais pas trop. C'est un espèce de défaitisme en fait. C'est oui, mais ça sert à rien. On est très peu à le faire et puis ça a pas tant d'incidence. Mais au-delà de ça, déjà, si ça a de l'incidence, même si c'est pas forcément couler la boîte, mais ça a de l'incidence. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le fait de le faire, c'est un acte politique en fait. Et pour moi, je me dis que même si c'est pas forcément l'effet escompté, de couler la boîte, et ben je pense que c'est quand même important. Donc n'hésitez pas à boycotter des marques qui font de la merde, même si vous aimez bien. Vous allez pas dans le bar facho du coin, en fait. Là c'est pareil, mais juste c'est plus grand. Je tiens premièrement à signaler que j'avais gardé mon téléphone et que j'ai mis à charger pour avoir mes notes. J'ai mis à charger sur une prise connectée qui était pas allumée. Ah ouais, je vois le problème. Et donc du coup moi, les 2 sites que j'aurais à vous recommander, c'est des sites qui proposent des alternatives. Alors les 2 que j'utilise le plus, d'ailleurs les 2 seuls que j'utilise en fait, mais qui sont dans mes favoris, du coup je les connais pas par cœur parce que je clique dessus tel un paresseux, sont boycottisraël.org
Jusque-là, c'est clair. Très classique. Bah, le titre dit tout, je trouve. Mais qui du coup est très spécifique. Donc il y a pas de temps, il y a pas tout, mais il y a tout ce qui est à boycott par rapport du coup au conflit israélo-palestinien et au génocide gazaoui. Et donc en fait du coup genre c'est très simple, c'est que vous recherchez un produit et vous trouvez des produits similaires. C'est aussi simple que ça. Et je vous promets que pour chaque truc que vous kiffez, il y a 30 alternatives qui sont aussi bien voire meilleures. Et le deuxième, que celui-là j'utilisais depuis à peine plus longtemps, mais qui a un nom chiant, du coup j'arrive pas à m'en rappeler, c'est ethicalconsumer.org, donc ethicalconsumer.org pour nos amis francophones. Consommateur éthique. Exactement. Qui là pour le coup regroupe tout. C'est en gros tout ce qui est boycott, je crois aussi qu'il y a pas mal de cruauté animale dedans, enfin de trucs anti-cruauté animale du coup. Et encore une fois c'est très simple, c'est juste vous allez sur le site, tout est trié par type de produit entre guillemets, et vous recherchez les produits qui vous plaisent, que vous voulez acheter. Voilà. Et sinon il y a plein de petites astuces comme par exemple regarder la fin des chiffres du code barre pour connaître la provenance et tout ce genre de petits tricks, petits tips and tricks que vous trouverez, je pense, plutôt aisément. Et de toute façon, on vous mettra les 2 sites que Ratus vient de citer dans la description de cet épisode. Et pour finir sur ce sujet, n'hésitez pas à non plus ne pas vous mettre de pression. Si vous avez un moyen, genre je sais pas, genre une promo ou un truc qui permet qu'un article soit très peu cher et que ce soit utile à l'instant T, n'hésitez pas à le prendre soit de manière anecdotique, soit pas. De toute façon, faites les efforts que vous pouvez, le mieux ce sera. Mais non plus, si vous avez une bonne occasion, n'hésitez pas à sauter dessus de toute façon. Mais pour finir ce premier segment du podcast, car déjà hors rush on est à 54 minutes, donc ça va être long à monter, mais tranquille. Je vous propose, avant d'entamer la recommandation musicale de mon cher camarade Ratus, mon anecdote historique inutile de Mandar. Donc c'est un peu notre rendez-vous de chaque épisode où je vous raconte une petite anecdote macabre ou pas, mais à propos de l'histoire. J'aime bien l'époque médiévale ou Renaissance, donc voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qui est très très important, mais qui est pas très très connu. Et évidemment, vu que j'ai mis une anecdote un peu macabre, c'est sa mort qui va être intéressante. Mais je vais parler de Concino Concini. C'est raciste ça, non? Non, c'est italien. Exposed. Mais c'est quelqu'un qui était très important dans la cour de l'époque du roi Louis XIII, enfin d'avant le roi Louis XIII. Il est né le 24 novembre 569, il est presque aussi vieux que toi, mais surtout il est mort à Paris. Je me rappelle que l'enfoiré qui dit ça a 2 ans de plus que moi. Mais il est mort à Paris en 1617, et c'est cette partie-là de sa vie qui va nous intéresser. Mais en fait, ce mec, pourquoi est-ce qu'il est important? C'est parce que il est très proche de Marie de Médicis, un nom que tu connais peut-être, car Marie de Médicis fait partie de la famille de Médicis du coup, et je pense c'est THE famille méga importante de l'aristocratie mondiale, enfin en tout cas européenne de l'époque, et dont le peintre affilié à la famille c'était Botticelli, pour vous dire à quel point genre il pesait dans le game. Et du coup il était époux du coup de la confidente de Marie, et sa grande influence politique c'est ce qui l'a malheureusement mené à sa perte, car il voulait pas que le jeune roi Louis XIII vienne au pouvoir. Et c'est une erreur, car le roi Louis XIII, en gagnant de la puissance et du pouvoir à mesure qu'il grandissait, va l'assassiner. Car Concini se sentait un peu plus pissé dans un sens, si vous voulez. Et en fait, il y avait une grande influence et du coup, il était assez serein sur ses positions. Mais en gros, dans la cour, il y avait un petit hate club qui s'était formé envers lui, avec notamment Louis XIII. Et notamment, pour mettre fin à l'influence du coup de Concini, Louis XIII va mettre en place son assassinat à l'aide du duc de Luynes, que je ne connaissais pas, qui est pas non plus méga important. Mais il faut quand même, c'était pas si simple, parce que Concini, il est très important et très influent à l'époque. Donc il a une armée d'à peu près 7000 soldats, plus des gens qui le soutiennent. Donc c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh ben, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'assassiner un traître. En gros, à un moment, il franchit seul la porte d'accès au château du Louvre, à Paris. Et c'était un moment où il y avait pas beaucoup de gens. Du coup, il est encerclé par des hommes du baron de Vitry, qui était soutien du coup de Louis XIII, et je cite, ils l'attrapent et ils disent « De par le roi, je vous arrête ». Et suite à ça, vous vous doutez bien que Concini va pas se laisser faire, du coup il commence à dégainer son arme, et ça on a des rapports qui le disent, mais il a pas le temps, car le mec là, le baron de Vitry, lui tire dessus, à bout portant, et le tue. Et directement, tous les gardes autour de lui font pareil, ce qui fait qu'il se fait cribler de balles, il se fait aussi frapper dessus avec des épées, enfin bref, 3 coups atteignent le favori de la régente au visage et à la gorge, les gardes l'achevant à coups d'épée. Donc voilà, mais c'est que le début, parce que il y avait quand même beaucoup de personnes dans le bas peuple parisien qui l'aimaient pas. Donc il a été enterré discrètement dans une église, et plus tard,
Le lendemain, quand les Parisiens ont appris qu'il s'était fait tuer et enterrer là-bas, le corps de Consigny est exhumé par la populace parisienne et traîné dans les rues de Paris, puis profané. Et après avoir été lapidé, bâtonné, donc battu avec des pierres et battu avec du bois, il est pendu par les pieds à l'une des potences qu'il avait fait élever, c'est horrible, qu'il avait fait élever sur Pont-Neuf, et dépecé, et ses restes sont brûlés. Sa femme, elle se fait juger pour trahison, sorcellerie et pratique de la magie. Et du coup, elle est condamnée et exécutée place de Genève. Et tous leurs biens vont... Peuple, prolétariat. Non, tous les biens vont Les au pégules. roi Louis XIII, qui avait commandité son assassinat. Du coup, je trouve ça un peu impressionnant que le mec, il s'est fait trahir et tuer. Et en plus de ça, après, les Parisiens, vu qu'ils l'aimaient pas, ils l'ont déglingué, quoi. On dit que ça doit Donc- être une sombre merde liée au fait qu'il ait régé des potences notamment. Donc voilà, c'était mon anecdote historique. Et j'espère qu'elle vous a plu. Oui. Et sur ce, on va passer à la recommandation musicale de Ratus pour clore cette première partie d'épisode. Et en effet, c'est l'heure de ma recommandation musicale. Et avant de la recommander, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte. Moi, en sortant du collège, en fin de collège, début seconde, j'ai eu une grosse phase techno, où j'écoutais beaucoup de techno, un peu de tout style. Et il y a quelques noms qui m'ont profondément marqué. Oui, je sais, pas la peine de le dire, c'est des noms bien mainstream, Skrillex. mais que je kiffe quand même. C'est pas techno, c'est bien. Oui, mais Mais- c'est pour te trigger un peu. Ça ne change rien au fait que l'un des noms qui m'ont le plus inspiré, qui m'ont le plus marqué, c'est Levansky. Aujourd'hui, ma phase techno, elle est bien derrière moi. J'en écoute encore toujours un petit peu de temps en temps, des artistes comme Roland Crystal ou Unicorn and Ketamine qui vous êtes plus sur des trucs qui font boum boum bien fort. Bref, j'en écoute toujours un peu, mais plus tant que ça. Maintenant, je suis plus sur des délires rock, comme vous l'avez déjà entendu, je pense, punk, ska et hyper pop. Beaucoup d'hyper pop. J'adore l'hyper pop. Donc vous imaginez bien que quand j'ai vu qu'un artiste hyper pop français, Dudu.wav, que je trouve génial dans tout ce qu'il fait, Le notamment nom, il est grotesque. le nom est godesque, il est godesque. Il fait notamment énormément de feats avec Rock.wav, qui est du coup un de ses potes, et ils ont également fait quelques feats avec l'artiste montante Théa, qui commence à beaucoup percer en ce moment. Et d'ailleurs, c'est absolument génial parce que elle gère de fou, y a pas à dire. Et donc, imaginez bien que mon bonheur a été très très grand quand j'ai découvert que Dudu avait fait un feat avec Levansky. Alors ce feat, il est officialisé par le fait du coup, qu'il soit inscrit sur Spotify et qu'il figure à la fois sur la page de Levansky et de Dudu. Et ce feat, en fait, c'est une reprise de Dudu. Dudu qui reprend un morceau mythique de Levansky, qui est un de ces morceaux un peu plus planants que Boom Boom, un petit peu dans le style de Lune pour ceux qui écoutent Levansky. Ce morceau, c'est la Dune aux épaves. Et Dudu a fait une reprise de ce morceau. Et donc on a d'un côté la poésie électronique ambiante de Levansky qui est vraiment mais planante à souhait, c'est magnifique. Et de l'autre côté, les textes soignés, bien engagés et surtout très très bien posés de Dudu. Et franchement, c'est juste du miel pour les oreilles. Donc, franchement, régalez-vous. Et ben merci pour cette reco, et on écoute du coup la Dune aux épaves, et on se retrouve juste après. Ils me la feront pas deux fois, jamais je retourne au taf, ils sont pas prêts de me revoir. Je sais pas, dit que je me casse, ouais. On s'est croisés dans l'impasse, ouais. Ils me la feront pas deux fois, je réponds pas aux appels, ils sont pas prêts de me revoir. Parce que partout y'a la NAS, ouais. Mais pas vraiment la place, ouais. Marre de les entendre, c'est des diesels, j'suis calé sur un BZ. J'ai trop d'attentes, je regarde le ciel comme si j'ai des ailes. Bientôt le sol, c'est le désert. Y'a plus d'avance, y'a que des robots et des lasers. Y'a plus de latence, y'a plus de forêt comme on gagne. Le mur se rapproche toujours quand t'es sur la paille, hein. Bien sûr qu'on compte sur nous, eux ils peuvent compter sur la maille, yeah. Enterre les haches dans le béton et les mamies dans les bas. Personne s'arrête quand tu béton, personne s'arrête quand t'es sale. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas. Enterre les haches dans le béton et les mamies dans les bas. Personne s'arrête quand tu béton, personne s'arrête quand t'es sale. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas. Mais tout ce que tu peux en rayon, rester jeté dans la casse. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas.
Ils ont des murs pour les prisons et des fossés pour les places. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas. J'écoute plus ce qu'ils prônent, toujours le même thème. Je me suis pas levé, je frappe la montre comme Ben 10. Différents têtes, même trône. Je te ramène le seum que je traîne. Yeah. Fuck un McDo, y'a plus que chez moi que je fais la vaisselle. Je suis mêlé comme un câble, je me débrouille comme une ficelle. Je compte plus les euros, je suis dans l'écran, je compte les pixels. Passe les rapports dans ta poubelle, guette le monde sa vieille tête. Ils t'ont laissé sur le carreau comme une bouteille d'MK. J'entends l'écho dans la maison, j'entends pas les mêmes peines. Enterre les haches dans le béton et les mamies dans les bas. Personne s'arrête quand tu béton, personne s'arrête quand t'es sale. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas. Enterre les haches dans le béton et les mamies dans les bas. Personne s'arrête quand tu béton, personne s'arrête quand t'es sale. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas. J'entends l'écho dans la maison, tout le monde bloqué dans le sas. Eh bien, j'espère que vous avez su apprécier ce morceau autant que moi je l'apprécie, car il fait partie de mes morceaux préférés du moment. Excusez-moi Ratus, nous avons un flash spécial, c'est important. En effet, on nous informe récemment que dans les Yvelines, un fait totalement insolite est arrivé dans l'église de la paroisse de Limay. En effet, un homme est rentré par effraction dans l'église durant une messe, est passé derrière l'autel et dans la partie réservée au clergé et a volé le téléphone du prêtre, et en partant a chié à multiples endroits dans l'église. Les fidèles étaient sous le choc et n'ont pas pu l'intercepter avant qu'il prenne la fuite. Sans doute un de ces salopards d'islamo-éléphistes. C'était sûr. Et en continuant sur des faits insolites, très cher journaliste anonyme, Bien sûr, bien sûr. on nous informe que la racaillisation de la France prend de plus en plus le pas sur la société. En effet, dans Bavant, petite commune du Doubs de 2000 habitants, un véritable réseau Ubersheet a été démantelé par la police. En effet, 3 jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, auraient loué un appartement en Airbnb de manière à y planquer de quantités astronomiques de drogue dure et de cannabis. Ils le distribuaient ensuite via un Snapchat intitulé Ubersheet. C'est terrible. Merci collègues journalistes. Et pour finir ce flash informationnel, on nous informe que en Italie, un quotidien propose comme bonus pour sa dernière édition un extrait de Mein Kampf. Ils se sont justifiés en disant il faut connaître pour rejeter. Lire Mein Kampf est un véritable antidote aux toxines nationales-socialistes. C'est justifié le journal. Il y a beaucoup de personnes qui se sont indignées de cela et le journal a un grand passif d'extrême droite et de position antisémite. Quelque chose à surveiller de près. Suite à tous les problèmes et à la dépêche de l'AFP, eh bien ils ont rappelé tous les exemplaires qui avaient été vendus et ils ont annulé leur offre. Et sur ce, merci d'avoir suivi ce flash informationnel et on se retrouve très bientôt pour les nouvelles informations les plus importantes. Je commence à être exténué, très cher Mandar, par les interventions des journalistes que l'on paye avec le service public et ça c'est terrible. Mais en fait, j'étais émotionnel, j'étais en train de dire que j'aimais bien les morceaux, que j'aimais bien les partager avec vous et juste on me coupe. C'est commence à être blessant. en fait ils préviennent pas et en plus ils sont intrusifs avec leurs infos de merde là. Oui, et Non, c'est non, pas prévisible au moment où ils arrivent quoi. Ouais, vraiment. C'est pas récurrent. On peut pas deviner en fait. C'est désagréable. Ouais. Par pitié, il y a un des journalistes qui a vraiment laissé Mein Kampf en gros sur l'écran de l'ordi avec le script. Ça commence à être fatigant. Non mais Ça commence à être fatigant de non faire mais ça. c'était une image d'illustration d'article en fait. Maintenant faut se remettre dans le jus là à cause du journaliste, l'enfer. C'est vrai, le jus innocent. Non pas le judaïsme. Boycott. Innocent c'est boycott. Bien sûr, le jus innocent est à boycott, c'est possédé il me semble par Coca. Et ben tu sais quoi Mais comme on a l'habitude de faire la recherche. Coca sous Monopole Prime, tape innocent boycott. Et quand même, on se la donne, hein. On vous fait des recherches de fou là pour vous savez après. J'avais raison, j'avais pas raison, Mandar. J'avais raison ou Ouais, pas ouais, voilà, c'est ça, c'est du groupe Coca. voilà. S'il vous plaît, j'aimerais bien notre associé, n'hésitez pas à faire vos Voilà. propositions. Voilà. Non mais j'en ai marre, il est intenable, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, franchement, ça... J'ai raison ou pas Aidez-moi, je peux plus. Je sais pas ce que vous a dit, mais ça avait l'air intéressant. Oui. Maintenant que cette parenthèse sur le boycott est finie, puisqu'on a fait le boycott, y a pas grand chose à dire à part qu'il faut le faire. C'est ça. Si on résume la situation, on peut passer au mode de militantisme, on va dire un petit peu plus manuel. Mais toi, tu es très impliqué dans le militantisme réel. Hop là Attention, faut bien mesurer tes mots. C'est vrai, on peut dire ça comme ça, je suis quelqu'un qui essaie de s'impliquer le plus possible dans le militantisme de sa ville et de la sphère internationale de manière générale, sans en dire plus, pour des questions de j'ai pas forcément envie de me dox, et j'ai pas non plus envie de dox les personnes avec qui je travaille. Mais c'est justement parce que c'est des méthodes de militantisme qui ne sont ouvertes entre guillemets qu'à des personnes qui sont prêtes à y dédier toute une partie de leur vie, que c'est pas de cela dont on va parler. On va plutôt parler de ce que tout le monde peut faire
Oui, moi déjà je pense le militantisme réel le plus facile en soi. Après directement un militantisme réel, tu prends plus de risques dans l'immédiat, c'est le stickage. Ah, c'est vrai, bah, tu rentres déjà dans un certain niveau d'organisation, mais oui, carrément. Bah, Carrément. disons que quand tu as trouvé un moyen de te fournir les stickers Bien sûr, après ça, c'est très qui efficace. sont dans ta cause, là c'est le plus simple je pense. Mais oui, en effet, là, ce dont on essaie de parler, c'est vraiment des moyens militantisme qui sont accessibles à quiconque veut militer un petit peu, mais pas trop. Et alors, en effet, dans ceux qui sont vachement bien, et surtout vachement agréables et funky à faire, on a le stickage. Alors le stickage, c'est pas compliqué. Ce que c'est prendre des stickers et les coller. Voilà. On peut vous donner quelques tips and tricks si vous le voulez, si t'en as mandar. Bien sûr, enfin moi j'ai surtout des mises en garde. C'est vrai. Bah disons que il y a plusieurs techniques, parce que le stickage c'est une guerre de territoire dans un sens, à l'échelle locale. Disons que souvent les stickers se chevauchent en fonction de qui passe, de qui essaye de revendiquer ses idées. Et il y a beaucoup de techniques qui sont mises en œuvre dans les endroits où c'est assez vénère. Je sais que nous on a déjà été exposés aux lames de rasoir derrière les stickers. Là, les stickers, oui. Oui, alors, coller en fait en bordure de stickers de manière à ce que quand on approche l'ongle pour décoller, ça fasse mal. Ouais. Donc, si vous destiquez, du coup, n'hésitez pas à vous munir de gants. On fait très bonne remarque de mandar. Ou Et de alors raclette. d'une spatule, une spatule style pour l'enduit, vous voyez. Ou une clé. Oui, ou une clé. Ça va très bien. Mais et voilà, et aussi le verre pilé. Parce que, ayant travaillé en mairie, on a dû enlever des affiches qui étaient piégées au verre pilé. C'est-à-dire derrière, et puis c'est rarement une expérience agréable. Voilà, en gros, c'est verre pilé dans la colle de manière à ce que quiconque essaie d'arracher se coupe. Exactement. Voilà, donc là, on est plus du coup sur des techniques de destickage. Alors après, moi, en recommandation de sécurité que je vais vous donner si vous stickez plus, attention à ne pas être vu par les mauvaises personnes. Hein. Par là, j'entends les flics et les faf, hein, qu'on s'entende. Ça rime. Ah non, ça rime. De manière générale, essayez de sticker quand il y a beaucoup de monde, parce que ça... Enfin, oui et non. En fait, si vous êtes dans une foule et que vous savez le faire rapidement, faites-le. Parce que c'est beaucoup moins facile de vous suivre dans une foule. Faites-le Néanmoins, en vif en fait. voilà, si vous savez le faire vite. Sinon, faites-le quand vous êtes sûr de pas être vu. C'est ça. On va dire, pour rester dans les méthodes de sécurité bien classiques. Voilà, s'il y a des caméras à visage couvert, forcément. Ou en tout cas, pas visage reconnaissable. Et maintenant, plus sur les tips and tricks de stickage. Ne stickez pas sur du crépi. Ne stickez pas sur un mur en béton. Stickez sur des vitres, des panneaux, des surfaces lisses. Oui. Au besoin, crachez dans un mouchoir ou foutez de l'eau dessus. Et essuyez à peine, ça va enlever la poussière, ça va maxer votre longévité d'au moins 1000 ans. Ensuite, si vous voulez vos stickers durs, stickez haut, stickez le plus haut possible, quitte à bondir pour poser le stick. Et après, personnellement, moi, les techniques que j'aime bien faire pour quand je suis dans une foule et que je veux sticker, en fait, vous enlevez la protection de vos stickers, vous le mettez à plat dans votre main, colle vers l'extérieur, Oui, et comme voilà. ça, en fait, vous pouvez juste genre taper une surface ou genre empoigner une rambarde, et quand vous enlevez votre main, il y a un sticker qui est apparu. C'est là où je voulais Ça va arriver, bien c'était vite. préparer bien, parce qu'en fait, la clé pour sticker sans trop de problèmes, c'est de faire ça en vif en fait. De préparer d'abord avant d'arriver là où vous voulez sticker, et juste posez votre main, enlevez votre main, le sticker est mis. Exactement. Après, vous pouvez passer votre main si vous voulez bien que ce soit collé partout, mais je veux dire, dans l'idée, si vous arrivez à faire ça, vous pouvez sticker après n'importe où sans trop de problèmes. Bien sûr. Sticker pas seul, aussi, moi c'est ce que je vous dirais. Mm. Vous pouvez mettre en vif si c'est dans une rue pas passante, mais si vous voulez foutre un sticker dans un petit groupe, c'est mieux pour la couverture et pour dissuasion quoi. Exactement. Et aussi, très très bon à rappeler, ne mettez pas de stickers avec des signes distinctifs qui pourraient permettre de vous identifier. On ne signe pas en stickers. Genre un logo d'un podcast Un logo d'un podcast, ça va. avec un QR code. Si les deux membres sont anonymes, Oui. ça va. Oui. Mais typiquement, on ne met pas de nom, on ne met pas de signature, on ne met pas de signe distinctif. On met pas ses codes de carte bancaire. Par exemple, Ni son numéro de sécurité sur un sociale. stickers. Parce que quelqu'un qui n'aime pas vos stickers pourrait tenter de vous retrouver. Mm. Voilà, c'est des petites règles un petit peu cool. Après, une petite réflexion pendant qu'on discutait là, je réalise qu'en fait il y a un moyen de militer qui est 1000 fois plus accessible à quiconque dont on n'a pas parlé, c'est juste parler de la communication quoi. Mm. Quoi de plus militant? Quelle meilleure manière de faire passer des idées qu'en parlant? C'est de parler aux gens, informer les gens qui ne s'informent pas, sans les infodumps évidemment, parce que c'est chiant après. Oui, bien sûr. Soyez pédagogue. Exactement, soyez pédagogue. Et n'oubliez pas que la fenêtre d'Overton elle existe. On peut pas arriver tout de suite avec des idées extrémistes. C'est-à-dire que on arrive et au fur et à mesure on fait avancer les idées. Parce que les chances que vous fassiez agresser, si vous arrivez face à quelqu'un et que vous dites bonjour, arrête de manger de la viande, deviens antifa définitivement. Arrête de manger de la viande définitivement, abolis l'État et jette tout ton argent par la fenêtre de manière à ne plus rien posséder.
il y a de très grandes chances qu'ils le prennent très mal et qu'ils vous tabassent la gueule. Donc évitez, Exactement. en global. Et dites-vous qu'il y a certains moments où, si la discussion est amenée, ça peut être vachement intéressant. Il y a pas longtemps, j'étais de retour de ma région natale, ma mère patrie finalement, et j'étais à un repas de collègues de travail, et moi j'avais été invité, tu vois. C'était cool, c'était bien, le repas était cool, tout le monde était sympa. Et à la fin, on n'était plus qu'avec les gérants de la boutique, et on a parlé politique, et le mec, il y avait un mec et une meuf, il avait des idées un petit peu de droite, mais en fait tu voyais que c'était des idées de... Il avait pas tant pensé à ce qu'il disait. Bien sûr. Et doucement j'ai commencé à amener une réflexion de lutte des classes. En fait, la discussion a bien marché et il a adhéré à une idée de domination bourgeoise. C'était pas gagné. Et non, c'était intéressant. Disons que ça, faites-le dans un moment où vous êtes en sécurité et tranquille, quoi. En fait, la discussion, c'est le meilleur moyen d'éduquer vos idées parce que c'est directement d'humain à humain finalement. Mais c'est le plus risqué aussi. Bien sûr, on sait jamais comment la personne va réagir. C'est ça, faut être dans un bon contexte, et puis les gens qui vont à la rue pour parler à des gens de certains sujets, c'est quasiment un métier, ça nécessite des capacités spéciales, vous ne l'improvisez pas. Parlez genre à des potes de potes, en fait les potes de potes, vous entendez un peu bien, et qu'on des takes un peu foireuses, vous énervez pas, en fait. Vous énervez pas et essayez de leur expliquer. Si ça marche pas, vous aurez essayé, et si ça marche, eh ben, génial, vous avez rajouté quelqu'un dans la cause. Non, franchement, c'est... T'as raison de soulever ça, parce que j'ai pas pensé comme ça, mais... Un autre conseil que je peux vous donner, c'est ne nommez pas ce dont vous parlez dès le départ. C'est-à-dire que, à titre personnel, je constate qu'énormément de personnes sont d'accord avec l'idéologie marxiste-léniniste quand on leur explique comme ça. Quand on leur dit comment ça fonctionne, ça marche. Quand on leur dit factuellement voilà ce qui se passe, ils sont d'accord. Quand on leur dit il faut que seuls les prolétaires soient seuls bénéficiaires de leur travail et que les oisifs propriétaires ne le soient pas, ils sont d'accord, sauf qu'on leur dit pas comme ça forcément, mais ils sont d'accord. Quand on leur dit il faut s'entraider, ils sont d'accord. Quand on leur dit c'est du socialisme, ils sont plus d'accord. Quand on leur dit c'est du marxisme-léninisme, ils sont pas d'accord. Et quand on leur dit c'est du communisme, ils prennent peur et ils nous insultent. Donc essayez d'y aller progressivement et après ça d'expliquer en fait que ce à quoi ils viennent d'adhérer, c'est ce que vous avez promulgué. Mais et en fait les mots ça fait peur à plein de gens, les mots. Gros concept, ouais. Bien sûr. Faut pas directement aller voir quelqu'un et dire salut, j'ai vu que tu disais que la méritocratie existait. En fait non, tu es un connard et ça n'existe pas parce qu'en fait le marxisme nous apprend qu'en fait la méritocratie n'existe pas car les postes clés se transmettent générationnellement entre bourgeois. Faut pas commencer comme ça. Voilà, il faut pas faire comme ça. Il faut par exemple dire oui, mais pourquoi tu penses que c'est vrai? C'est quand même des cas très rares les gens qui arrivent à monter à un poste clé à partir d'un environnement prolétaire. Tu te rends bien compte que les gens qui travaillent n'ont pas le bénéfice de ce travail, la marge c'est une erreur, le droit capital, tu vois, des trucs comme ça. Et à la fin tu peux commencer à aborder les thèmes, mais même pas en fait finalement. Tu peux juste parler des idées sans forcément les grands concepts. Après si tu vois que ça marche vraiment bien, tu peux l'aiguiller vers les grands thèmes, mais voilà. Ne partez pas dans une optique de conversion. Bien sûr. Partez dans une optique de discussion et de débat. Vous-même ne soyez pas fermés aux arguments de l'autre. Ça veut pas dire devenez de droite. Mais je veux dire, écoutez l'autre et comprenez pourquoi est-ce qu'il a ce raisonnement. En fait, allez au fond de sa pensée, de pourquoi il réfléchit comme ça. Et en faisant ça, vous aurez une profondeur d'analyse que l'autre n'a pas. Bien sûr. Et qui vous aidera. C'est ce qu'on a la chance d'avoir dans la gauche, c'est que nous, on a des problématiques réelles et des solutions, disons, qui sont applicables. Alors que dans l'extrême droite, c'est de l'affect et de la peur qui arrivent, du coup, dans un nationalisme ou d'autres divergences de droite. Mais tout ça pour dire que n'hésitez pas à écouter l'autre et partir dans une optique de dialogue. Je pense que ça résume bien ce qu'on veut dire. Oui, parce que, phrase de con, hein, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et c'est en acceptant qu'on peut avoir tort, qu'on est capable d'évoluer. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans remise en question. Donc n'hésitez pas à vous remettre en question, voilà. Faites-le grandement. D'ailleurs, nous-mêmes, hein, c'est très possible, si ce podcast a une longévité de plus d'1 an et demi, que dans 5 ans, on dise l'exact inverse de ce qu'on dise là. Alors, peut-être pas l'exact inverse, mais en tout cas des choses bien différentes. Oui. C'est carrément pas impossible. Et pour clore cet épisode, je te propose de parler d'un dernier mode d'action, qui est très 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 simple, en l'occurrence. Sur une fois, j'ai juste de ne rien faire, et je te parle évidemment de la désobéissance civile. Désobéissez. Tu peux donner un exemple concret, comme ça les gens ils voient un peu ce que tu veux dire par là. L'exemple concret qui me vient en tête, alors je vous l'accorde, les exemples de cet épisode tournent énormément autour de la situation palestinienne.
C'est vraiment parce que c'est un sujet qui est excessivement d'actualité. Parce que c'est l'actualité du moment. Mais en fait, du coup, je vais prendre 2 exemples. L'exemple qui me vient en tête actuellement, c'est les Dockers de Marseille, qui ont refusé et qui ont bloqué 14 tonnes de pièces d'armement que la France projetait d'envoyer en Israël. Et donc, c'est un exemple typiquement concret, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été payés pour faire quelque chose et qu'ils ont dit non, ce n'est pas mes valeurs, je ne le ferai pas. C'est de la désobéissance civile, c'est simplement ne pas suivre une loi, parce que quand la loi devient immorale, il est obligatoire de transgresser la loi. Et l'autre exemple que j'aurai en tête, qui est bien plus efficace et qui pour le coup est bien moins dans le côté un petit peu funky de oh là là, on va désobéir gentiment et c'est tout mignon, c'est Kanaki. Kanaki en ce moment, c'est une vague permanente de désobéissance civile, d'affrontements entre... Anciennement Nouvelle-Calédonie, pour situer. Entièrement subjugué entre guillemets par des affrontements entre policiers et indépendantistes. Et donc là on est vraiment sur la désobéissance civile pure, quoi. C'est-à-dire que les impôts ne sont plus payés et qu'on a de véritables commandos qui se liguent pour désobéir ensemble. Mais la désobéissance civile, ça va bien plus loin que ça. Ça peut être une grève de la faim pour une personne enfermée, par exemple. Ça peut être, dans votre cas, refuser de payer une amende que vous jugez injuste. Ça peut être, dans votre cas, encore une fois, je pense, si une obligation un jour est passée de dénoncer quelqu'un, ne pas dénoncer, c'est de la désobéissance civile, voire même cacher, ce qui est encore mieux. Voilà, la désobéissance civile, c'est hyper efficace, et c'est très très bien. Voilà. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter sur la désobéissance civile. Non, t'as raison, mais après, je pense que j'ai quand même quelques trucs à dire, parce que la désobéissance civile, n'empêche, quand c'est quelque chose que tu fais à une petite échelle, j'entends une échelle personnelle, t'as plus facilement des retombées casse-couilles, en fait. Dans l'idée, la désobéissance civile, pour que ce soit efficace, faut que ce soit en groupe. C'est ça, l'exemple le plus flagrant, c'est ne pas dénoncer, cacher, c'est ça. Si vous voyez quelqu'un qui vole, ne cassez pas les couilles, en fait. Bien sûr. Si c'est quelqu'un qui vole, vous connaissez pas son background, vous connaissez pas pourquoi il fait ça, et au pire, ça vous fait quoi? Donc ne dénoncez pas, et ça c'est un exemple classique, mais disons que la désobéissance civile, à partir d'un certain stade, c'est extrêmement efficace, même si pas mal de répercussions, c'est quand même un très bon mode de militantisme. Je trouve ça cool qu'on finisse sur la désobéissance civile, parce que c'est pas forcément le plus simple à mettre en œuvre, mais pour moi c'est un des plus intéressants. Et j'espère que pour l'instant l'épisode vous plaît, on arrive doucement, n'empêche, à la fin de celui-ci, et donc c'est l'heure, avant la superbe tier list de mon camarade qui est toujours une dinguerie de connaissances et de culture. C'est vrai, je suis un puissant fond de culture. En effet. Un puissant fond de manière globale. Et je vais vous proposer une recommandation cinéma. Bon, ceux qui me connaissent l'auront vu venir de très loin, car c'est un film que j'attendais depuis des mois. C'est un film d'un de mes réalisateurs préférés qui s'appelle Wes Anderson, qui a une patte artistique qu'on reconnaît tout de suite. Même si vous voyez pas forcément ce qu'il a fait, si vous avez déjà vu des films, vous connaissez sa patte artistique. C'est un film qui est sorti très récemment, il y a quelques mois. Pour resituer, Wes Anderson, c'est celui qui a fait The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, le film d'animation. Enfin voilà. C'est pas lui qui appelle Tenenbaum aussi? Tenenbaum, ouais, ça y est. Et ce film qui est très bien. Tous ces films sont absolument incroyables, et notamment au niveau de la réalisation. En fait, il a une façon de mettre en scène qui est très intéressante, car moi, ce que j'appelle, je sais pas si c'est un vrai concept, c'est genre le retour au tableau. Il fait vraiment comme ce qu'on peut voir à l'époque dans du film muet, vraiment des tableaux de composition. Il a une mise en scène très théâtrale en fait, qui se cherche pas dans le réalisme et qui pour moi à chaque fois frise la perfection, car esthétiquement et au niveau de la réalisation c'est vraiment très bien. C'est des films qui durent souvent très longtemps. Moi j'aime bien comment il fractionne ses histoires. Globalement t'as souvent ça, si on oublie l'aspect de la réalisation, la narration est souvent pas en reste. Ce film là j'aime bien car il se segmente en différents petits chapitres, car pour vous résumer vite fait l'histoire, c'est l'histoire d'un riche homme d'affaires qui est joué par Benicio del Toro et qui a une tête absolument incroyable, qui vraiment joue très bien. Pour résumer vite fait l'histoire, c'est cet homme d'affaires qui s'appelle Tata Corda, un nom de fou, qui désigne sa fille unique, une religieuse, comme seule héritière de son patrimoine. C'est quelqu'un qui est connu pour faire énormément de fraude fiscale, qui est un investisseur à succès et qui a beaucoup d'argent. Il a 8 fils et une fille, et c'est la fille qui nomme héritière. Et du coup, c'est une religieuse.
il sent qu'il va bientôt mourir car il est victime en chaîne de tentatives d'assassinat. Du coup, il veut finir son grand projet avec l'aide de sa fille. Et voilà, et du coup, il va monter une équipe pour aller finir ses grands projets. Et en fait, chaque étape, en gros, c'est un projet avec plusieurs bâtiments, c'est des projets industriels dans des pays du coup en développement. Et chaque projet est une fraction de l'histoire et c'est découpé en chapitrages vraiment et c'est trop bien. Dedans, t'as notamment Michael Cera qui est important dans l'histoire et son personnage me casse les couilles. J'aime pas du tout son personnage. La fille de Corda s'appelle Liesel et son personnage est vachement intéressant. Il y a même Tom Hanks, il y a beaucoup d'acteurs incroyables, il y a même Benedict Cumberbatch qui apparaît dans beaucoup de films de Wes Anderson. Pour finir, ce qui est intéressant, c'est que le film en plus d'être techniquement incroyable, de l'histoire est peut-être un peu longue mais elle est vraiment bien. C'est une vraie critique du capitalisme et du consumérisme. La figure de Corda est faite pour qu'on s'y attache, mais malgré tout, on voit que niveau éthique, c'est pas forcément ça. Les machinations politiques sont assez évidentes. On a même un groupuscule communiste à un moment qui vient et qui a une importance dans l'histoire. Et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et j'aime beaucoup ce film. C'est pas le meilleur de Wes Anderson, si je peux vous en proposer un. T'as La famille Tenenbaum qui est vraiment très bien. Incroyable. Franchement, je vous le conseille. Il est vraiment incroyable. Allez le voir rien que pour les images. Franchement, je vous jure. Donc, Marocco Cinéma, The Phoenician Shim de Wes Anderson. Voilà. Voilà. Et de ce qu'on a dit, Mandar, ça a aussi l'air d'être une légère critique de l'impérialisme et on aime. Exactement, Parce bah qu'on oui. n'aime pas l'impérialisme du coup, c'est le... Oui, je l'ai pas dit. Et C'est le merci de me le dire. Une critique de l'impérialisme et du colonialisme, notamment. Forcément. Ça va ensemble. J'ai beaucoup déblatéré, vrai. mais c'est c'était un bien. film qui me tient à cœur. Et franchement, allez voir les films de Wes Anderson. Niveau technique, c'est une dinguerie et c'est des expériences que vous ne verrez avec personne d'autre. Et je maintiens ce que je dis. Sur ce, je vais passer à mon cher camarade, non pas pour une touche plus légère, ça serait dénigrer son œuvre qui est vraiment d'une importance culturelle capitale. Et oui, capitale et non pas capitaliste. Et je m'en vais chercher ma guitare, toujours vrai. plus désaccordée, pour un jingle, toujours plus foiré. Et dans ma tier list du jour, je me propose de vous faire une tier list des maires de Wapi. En première place, on aurait ex-aequo Ferdinand Jambiling, André Debs, Jérôme Prache et François Grosdidier. Ensuite, parce qu'on s'en branle d'eux. En deuxième position, parce qu'ils n'inspirent pas confiance, Cédric Gousse, le maire pas actuel du coup, mais le plus récent qui est sur la page Wikipédia en l'occurrence, et Jérôme Prache, parce que c'est un ex-PS et que le PS... Idem pour Sébastien Cancel, mais ça va parce qu'il a démissionné. En fait, il s'appelle Cancel et il a été Cancel. Et en dernière position, je mettrai Paul Séchehaille, que j'aime pas simplement parce que c'est lui qui a autorisé l'installation de la garnison de l'armée de terre. Et ça, c'est pas ouf. C'était les tier lists approximatifs bien nul à chier de Ratus. Oh, il était un peu funky la cœur là cette fois-ci. Et il me semble, Mandar, qu'il est l'heure avant de terminer cette émission de ta reco culturelle. J'ai une recommandation qui n'est pas musicale cette fois-ci. Pour la recommandation culturelle, on a parlé de Blast un peu plus tôt et sur la chaîne YouTube de Blast, on a plein de contenus du coup disponibles gratuitement. Et on a parlé de Rhinocéros avant, mais moi je vais vous proposer une autre émission qui est, je trouve, plus digeste. Ça s'appelle Quelle époque formidable. C'est une émission qui est souvent très courte, présentée par un mec qui a une intonation comme s'il avait envie de se tuer en continu, mais il explique très bien, il parle très bien. Super ça. Et il prend des... Non mais je te jure, c'est trop bien. Et il prend des moments d'actualité pour les analyser et sous le prisme de Blast, du coup. C'est très intéressant. Et voilà, il fait des bons résumés d'actualité, concis, précis et bien sourcés. Donc ce que je vous propose, du coup, c'est l'émission Quelle époque formidable sur Blast. Et toi? Vive la vulga. Et oui. Bah moi franchement aujourd'hui j'en ai marre de mentir, donc je vais pas faire l'ancien. C'est un film que j'ai vu hier. Je savais que t'allais... Je te l'ai laissé parce que je savais que t'allais proposer ça. Un film que j'ai vu hier qui s'appelle Mads et qui est absolument incroyable. Je suis un très très grand fan de cinéma d'horreur. Alors je suis pas très slasher mais ça m'arrive d'en apprécier. Mais j'aime beaucoup l'horreur, que ce soit principalement de l'horreur psychologique, de l'horreur un petit peu artistique à la Midsommar ou à la Rob Zombie. Encore une fois désolé pour l'enfant Désolé derrière. pour les enfants derrière, c'est insupportable. Ou alors très spécifiquement les nanars de série B absolument immondes. Mais ça c'est un autre débat. Ce qu'il faut retenir c'est que hier j'ai vu Mads. Et que dire de Mads à part que c'est incroyable. Mads c'est un film d'horreur psychologique français qui m'a touché, mais comme rarement un film d'horreur me touche. C'est-à-dire qu'il m'a pas glacé le sang, mais il m'a touché. Et c'est très très bon, parce que c'est rare qu'un film me fasse de l'effet à ce point-là.
Je l'ai trouvé magnifique, mais vraiment, vraiment magnifique. C'est un long film en plan séquence d'1h28 Ça, c'est incroyable. qui parle de drogue et dans lequel on va suivre 3 personnages les uns à la suite des autres qui testent donc une nouvelle drogue et auquel il arrive tout un tas de choses. Je trouve le film excessivement efficace dans sa manière de faire stresser, de mettre mal à l'aise. Il est très 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 bon, j'ai été vraiment impressionné par ce film. Et je vous en dis pas plus parce que je voudrais vraiment pas vous spoiler et j'espère qu'il saura vous toucher autant qu'il m'a touché. Je l'ai vu avec toi, il était vraiment bien. Techniquement, c'était vraiment impressionnant. Mandar en accord avec un de mes films, c'est beau ça. Ah, ça arrive des fois. Mandar qui ne chie pas sur un film que je lui propose. Ah, ça va. Alors qu'il a mis 1 étoile à Cocaine Bear. Mais sur ce, merci pour ta recommandation culturelle, mon cher Ratus. Et ben, je pense qu'il est temps de conclure cet épisode avec ma recommandation musicale. Mais avant cela, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à l'écouter des multiples reprises pour avoir plein de vues. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez apprécié l'écouter, que le temps ne vous a pas paru trop long et du coup, n'hésitez pas à donner sur YouTube si vous vous sentez généreux, à nous contacter si vous voulez des stickers aussi bien de cette saison que de la saison prochaine ou avec des QR codes, c'est les meilleurs. Ou si vous avez des recos de sujets, si vous voulez qu'on parle de quelque chose. Bien sûr. Si vous vous en branlez de ce qu'on dit aussi, n'hésitez pas à nous le dire, on adore les commentaires de haine. Bien sûr. Et on s'en nourrit. En tout cas, vous pouvez laisser des commentaires ou alors nous contacter si vous avez quelque chose de particulier à dire. Tout de toute façon est sur le Linktree. Voilà. Donc, on vous laisse. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. On espère que ça vous a plu. Et on se quitte du coup avec ma recommandation musicale. Alors, pour cet épisode, je pourrais être cliché et proposer toujours les mêmes choses. Oui. Mais c'est pas ce que je vais faire cette fois-ci. Oh, attention. D'autant plus qu'un nouvel original. Un nouvel album de Pixel Grip est sorti avant-hier. J'aurais pu reproposer encore un Pixel Grip de 2 épisodes de suite. Pas arrivé. Non, Il ment. car je ne ferai pas ça. Je vais vous proposer une musique d'une artiste que j'aime depuis très longtemps. C'est un peu une anomalie dans ma playlist parce que c'est rarement quelque chose que j'écoute, mais c'est du rap. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du rap, je sais pas. Je faudra demander à Ratus. On se met sur de l'hyperpop. De l'hyperpop, très bien. Et ben c'est de Ou l'hyperpop. la pop alternative. Enfin, un mix entre du rap, de la pop alternative, du métal et du screamo. Voilà. C'est très spécifique. Eh bien, je vous proposais une recommandation de l'artiste Zand. C'est son dernier single qui s'appelle Toes, qui veut dire orteil. Mais voilà, on se quitte sur Toes de Zand. Ne vous inquiétez pas, si vous avez bien aimé nos musiques qu'on a proposées nous ou les invités durant toute la saison, quand le premier épisode de la saison 2 sortira, vous verrez sur YouTube une playlist. C'est la playlist de toutes les recommandations musicales qui ont été faites depuis le début de la saison 1. Du coup, c'est toutes les recos de la saison 1. Et on en fera une pour chaque saison. Du coup, vous pourrez retrouver toutes les musiques qu'on a proposées durant les épisodes finalement. Exactement. Et j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines, le mardi à midi. Et en espérant voir toujours de plus en plus nombreux. Les prochains épisodes risquent d'être avec une forme un peu différente. Toujours la même structure, mais du coup, quand c'est un déplacement, ça sera compliqué. Voilà. Et hâte de vous revoir pour très bientôt la saison 2. À bientôt. On vous embrasse goulûment sous la pierre gauche. Exactement. Au revoir. Au revoir. That kick sounds like straight ass. Get me a new one. Stat. To finish it off, I want to send to the cloud. This hippie brain's cocked and it's loaded. Got a tendency to implode. Not no stranger to a psychosis. Zero game, some twit diagnosed. Yet when I talk shit, it stay potent. Validation, please higher dose. Scored your bluff, those cards are atrocious. Should've kept that shit fucking close. Yeah, when I think about it, if it wasn't me and I was rotting in somebody's basement alone, I guess I'd bring about a fuss and make us think about it. Because nobody's texting my phone. I'm just fucking with you, that's solo. I cannot relate to you bozos. Think your Moses parting her sheets. Now you was creepy, that's why she crossed it, bro. 10 toes down and discreet, right from the gum straight through to the teeth. Chatting like a shit don't stink when it reeks. Did you mean it, pretty bitches give a fuck about me? No, 10 toes down and discreet, right from the gum straight through to the teeth. Now I'm chatting like my shit don't stink when it reeks. Did you mean it, pretty bitches give a fuck about me? Hey, while we're here, I kinda like this game. If your daddy was a pistol, why you got no aim? I choose
you meet with the ghost, so I ain't got no shame. But straight pissing if I told you that they hit the same as in yes, I can fiddle when I go all out. She could two-time and swindle for a pinch of clout. It's nepotism lest you ever gave a hint of doubt. Go join the chickens in the middle, beneficial, wow. Sing about it, talk about it, dance around the platitude. That corny gonna bark unless you show a little attitude. And it didn't really matter who you're proving it to, cause you don't really give a damn what they imagine, do you? Sorry, forgot to be polite and shit, but I will never be the type to hope you like me, bitch. And you are not gonna reply, so do not write me goofy. Like your mommy is a cutie, better introduce me. 10 toes down and discreet, right from the gum straight through to the teeth. Chatting like a shit, don't stink when it reeks. Did you mean it, pretty bitch? Just give a fuck about me. No, 10 toes down and discreet, right from the gum straight through to the teeth. Now I'm chatting like my shit, don't stink when it reeks. Did you mean it, pretty bitch? Just give a fuck about me. Now let me tell you how it goes, cause all these bitches wanna suck my toes. Yeah, these bitches wanna suck my toes. It's so tricky, they can't decide whether they straight or hate or wanna kiss me. That's just what I've been told. It's so silly while you're just scrambling to lick my plate. Wait, sing it with me. These bitches wanna suck my toes. What? These bitches wanna suck my toes. Apparently, that's just what I've been told. It's so silly while you're just scrambling to lick my... Wait. Are you fucking with me?